Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière table ronde de la matinée qui a pour thématique le tourisme durable. Alors c'est vrai que le secteur touristique a été soumis à de nombreuses pressions ces dernières années. Est-ce que ces pressions ont plutôt freiné ou accéléré la transformation du secteur? Quels sont les leviers à disposition pour réussir à rendre ce secteur plus vertueux, plus durable? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravie d'accueillir Émilie Riès. Émilie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE du groupe Pierre et Vacances. Pierre et Vacances Center Parks. Oui. Center Parks, absolument. À vos côtés, Billy Thalheimer. Alors Billy, vous êtes cofondateur et CEO de Regent. Regent, c'est une start-up américaine qui veut révolutionner le transport côtier, le transport terre-mer grâce à des appareils. Alors des appareils qui sont à la croisée entre l'hydroglisseur et l'avion. Bonjour Billy, on est ravis d'être avec vous. Pour info, Billy parle en anglais, donc vous avez des casques de traduction si nécessaire pour pouvoir suivre son intervention. De l'autre côté, Lionel Servant. Bonjour Lionel, vous êtes notre voisin, puisque vous êtes directeur de l'hôtel Negresco. Bonjour. Et Franck Golnadel, bonjour, vous êtes président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. On a beaucoup parlé de vos infrastructures au cours de la matinée. On est ravis de vous avoir enfin ici avec nous. Voisin aussi. Voisin aussi, absolument. Alors pour débuter notre réflexion sur le tourisme, je voudrais qu'on parte du touriste finalement. Aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il a changé ses critères de choix, ses manières de décider de ses vacances. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous observez, vous, dans vos groupes? Émilie, vous êtes en train de déployer une stratégie RSE qui est assez ambitieuse à l'échelle du groupe. Lionel Servant, vous, avec le Negresco, vous êtes un des premiers palaces en France à avoir pris ce virage du durable avec un écolabel dès 2014. Est-ce que ce sont des critères auxquels sont sensibles vos clients? Oui, je commence et je vous laisse la suite. Alors déjà, une petite chose, on parle de tourisme durable. En fin de compte, c'est le chemin du tourisme que le tourisme doit emprunter. Parce que parfois, on peut penser que le tourisme durable est une des branches du tourisme et qu'on laisse le reste un peu business as usual. Il y a une vraie nécessité là de transiter. Nos clients, pour revenir sur cette question, c'est des vacanciers, c'est des citoyens. Nous, on a fait une étude cet été avec le CSA auprès de 1000 personnes et on voit, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu des vacances qui aient pu contribuer à un tourisme durable? Alors, on ne l'a pas présenté comme ça, mais on contribuer au territoire, avoir un moindre impact environnemental. À 80%, ils répondent oui. Et 50% nous disent plus que l'an dernier. Alors ça, c'est du déclaratif. C'est une chose. Ce qu'on ressent, nous, vraiment, c'est quand même, avant même la crise du Covid, il y avait quand même une appétence plus forte pour des destinations plus nature, montagne. Ça, c'est un des volets on va dire, de l'appétence du client. Et puis surtout, malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui et probablement les rapports du GIEC et le rapport sur la 6e extension de la biodiversité, donc tout ça se situe entre 2019 et 2022. Il y a une prise de conscience du citoyen. Il ne sait pas forcément tout. Quand on se balade, même cet été, on a pu voir, la forêt souffre. C'est des choses qui sont très visibles. Bien entendu, les inondations, les incendies. Quand on sait qu'il y a quand même 35% de plus de mortalité sur nos forêts depuis 10 ans. Et ça, c'est les vagues de chaleur. Ils les ont vécues dans leur chair et dans leurs vacances. Donc il y a vraiment quand même une prise de conscience qui est probablement une bonne chose, même si elle est liée à un contexte assez catastrophique. Et nos clients, en fait, nous, en fait, on décide de faire un partenariat avec eux. Enfin, on fait tout pour travailler sur les empreintes qui sont majeures chez nous. Donc on a pris des ambitions fortes en termes de carbone, notamment, de baisser de moitié nos émissions sur nos bâtiments dans les 10 prochaines années. Ça, c'est en accord avec l'accord de Paris. On travaille à promouvoir la mobilité. On en a beaucoup parlé là ce matin, notamment des alternatives aux tout-voitures. Pour autant, c'est un chemin qu'on doit faire ensemble. Et le chemin, il n'est pas forcément facile, mais on ne le fera pas sans eux, en fait. Mais ça rentre en compte quand les Français font leur choix de vacances, ils décident selon un critère durable, écologique ou vertueux, appelons-le un peu comme on veut, ou est-ce que finalement on choisit avant tout une destination, un endroit, un lieu de transport, un Center Parks? Alors nous, on a cette chance d'avoir une offre de tourisme de proximité. Vous dire aujourd'hui, ils nous ont choisis pour ces raisons-là, c'est compliqué. En fait, on n'a pas d'études qui le montrent. Par contre, nous, notre prise de position, et c'est peut-être là où on a vraiment une transition assez forte, c'est
que la proposition de marque doit intégrer cette notion de responsabilité qu'on pourrait résumer en « je fais attention à mon empreinte, je la limite, mais surtout je contribue à quelque chose de plus, notamment auprès des territoires ». Quand on pense à la marque, par exemple Pierre et Vacances, il y a un combat qui est fort, c'est proposer des vacances locales bas carbone. Et vous voyez, ça a une vraie valeur parce que ça fait partie de la proposition de la marque et c'est plus « j'essaie de faire les choses le mieux possible ». Voilà, mais j'espère que demain, on a sur la plateforme de vente maeva.com un critère qui permet aux clients de choisir dans les campings, villas, appartements qu'il y a en offre dans le catalogue, ceux qui sont écolabellisés. Mais il ne faut pas résumer, même si c'est un très très bon levier, la démarche de transformation du tourisme vers plus de durabilité à un simple écolabel, mais c'est quand même un très bon point. Écolabel, justement, vous êtes aussi labellisé. Les clientèles des palaces, la clientèle du Negresco, selon quels critères est-ce qu'elle fait ses choix? Est-ce que ce sont des thématiques à laquelle elle se montre sensible? Alors, tout d'abord, je voudrais juste compléter ce que vient de dire Émilie. Je pense que oui, nos hôtes choisissent d'abord une destination. Et à partir du moment sur la destination, ils vont faire une sélection par rapport aux hôtels qui répondent plus ou moins selon leurs propres engagements à l'éco-responsabilité. Nous, le Negresco, c'est un choix fort que nous avons fait en 2014, c'est-à-dire presque, on va être sur notre 10e année d'engagement éco-responsable. Écolabel, c'est le seul label européen reconnu dans tous les pays de la communauté européenne. C'est important de le dire. Plan d'action nécessaire chaque année pour améliorer son engagement vis-à-vis des 45 critères, si j'ai bonne mémoire, nécessaires pour répondre au label. Nous, on s'est engagé dans des investissements, des hydrateurs 2015. Pour répondre à l'évolution des tendances, personnellement, nous avons un très bon exemple. C'est en 2018, nous décidons de mettre, pour limiter la consommation de plastique, des distributeurs de savon, de gel douche, de shampoing dans nos salles de bain. Je peux vous assurer qu'en 2018, nous faisions entre 20 et 25 changements par jour et où on remettait les petits, je dirais, gel douche dans des... Les gens demandaient en fait, venaient réclamer. Et ils trouvaient même, je dirais, presque scandaleux qu'un palace comme nous proposions ce type de service. Ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, en 2022, nous recevons des félicitations là-dessus. Et si je prends sur cette année 2022, c'est peut-être 10 changements sur l'année. Donc c'est complètement... la perception s'est inversée et les attentes de nos hôtes sont totalement différentes. Et je pense que l'effet Covid a contribué énormément sur ce changement de mentalité. Et puis là, avec la sobriété énergétique, l'engagement, je pense que c'est totalement acquis. Donc ça, c'est un exemple fort parce que je peux vous assurer qu'en 2018, même moi, à un moment, j'avais des doutes en me disant, j'ai peut-être je suis allé un peu fort, quoi, peut-être dans cette évolution. Mais je pense que le zéro plastique, pour nous, c'est un engagement que nous avons mené sur de nombreuses années. Cette année, par exemple, nous avons supprimé et nous sommes passés en Tetra Pak, toutes nos petites bouteilles que l'on met sur la table de nuit pour nos hôtes. C'est à peu près 100 000 bouteilles. 100 000 bouteilles plastiques que nous avons éliminées sur l'année 2022. Donc ce sont des choix forts que nous avons faits, encore une fois, plutôt très tôt, plutôt en avance. Ça a contribué à une décision de se démarquer aussi, pour nous, sur la destination. Parce que seul Palace à Nice, des concurrents sur des destinations environnantes, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Monaco, Cannes. On parlera de cet aspect économique justement, plutôt un petit peu plus tard dans le débat, parce que c'est un point important, évidemment, le tourisme demeurant une activité économique cruciale, notamment pour la France. Et dernier point je dirais que ça dépend des destinations et des marchés. Le marché scandinave est très très sensible et depuis quelques années. Les Latins le sont moins. Ils commencent maintenant vraiment. Donc voilà, je dirais que tout dépend, là encore une fois, de l'éducation des marchés que vous allez targeter pour votre entreprise.
Alors partir en vacances, c'est évidemment le lieu où l'on réside, mais c'est aussi la façon dont on y va. On a beaucoup parlé transport dans la table ronde précédente, mais c'est tellement lié au tourisme qu'on poursuit évidemment. L'un des moyens de partir en vacances, c'est l'avion. L'un des plus gros contributeurs en termes d'émissions et de pollution, c'est l'avion aussi. Comment est-ce qu'on décarbone? Est-ce que vous, en tant qu'aéroport, il est possible de réduire votre empreinte carbone? Et plus largement, comment y parvenir? Quels sont les leviers d'action que vous pouvez identifier? Alors, effectivement, la différence entre mes deux prédécesseurs en introduction, c'est qu'on ne vient pas à l'aéroport pour y passer un séjour. On est un moyen d'entrer et de sortir du territoire et on a une action à faire. Alors, je vous reprendrai un peu, l'aérien n'est pas un des plus gros contributeurs dans le transport. Ça a été dit ce matin, il y en a d'autres, et en particulier, chaque individu que nous sommes avec notre propre voiture, nous sommes le plus gros contributeur. Par contre, le transport aérien, avant même que ça devienne un sujet majeur, avait déjà pris des postures sur le sujet, alors peut-être pas assez fortes et assez dynamiques, et peut-être que ça nous a tous rattrapés. Mais en tout cas, je veux simplement dire que cette démarche, c'est une démarche individuelle qui s'inscrit dans une démarche collective. Et la Côte d'Azur, ses élus, les politiques qui ont été initiés depuis plusieurs années, ça inscrivent la Côte d'Azur dans une démarche de développement économique, touristique, mais avec une connotation durable et avec une volonté de réduire ces émissions. Et nous avons pris cet engagement il y a déjà 15 ans, de réduire nos émissions, avec un engagement pris par l'aéroport de Nice, dans le cadre de son intégration dans son territoire, d'être neutre carbone pour ses propres émissions, c'est-à-dire ce que nous émettons, nous, en tant qu'aéroport, d'une neutralité sans compensation à horizon 2030. Mais ça ne suffit pas, parce que les émissions, et comme vous l'avez dit, on vit en avion, et donc il faut qu'on aille plus loin, et les compagnies aériennes, avec nous, faisons beaucoup de choses. Je vais donner 2-3 exemples pour illustrer. Pour ceux qui habitent à proximité de l'aéroport, il y a 10-15 ans, vous entendiez les moteurs d'avion à l'arrière, sur la queue, en particulier l'aviation dite d'affaires, tourner tout au long de la journée. Ça faisait du bruit, ça polluait et tout. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, les moteurs de ces avions-là ne sont mis en marche qu'au moment où ils partent. Et tout est fait aujourd'hui au sol pour qu'ils soient traités avec une alimentation électrique. L'alimentation électrique de l'aéroport, qui sert aussi aux avions au sol, on parlait tout à l'heure des bateaux où on pense brancher les bateaux, et le maire de Nice, président de la métropole, a volontairement engagé cette démarche sur les bateaux. Ça existe pour les avions depuis plusieurs années. Et tout ça, c'est avec de l'énergie verte. Mais on doit aller plus loin. On doit continuer, et toute la chaîne doit continuer pour réduire ces émissions, pour faire en sorte, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, au final, c'est le client qui décide. C'est le client qui décide de venir sur la Côte d'Azur, parce qu'il a envie de trouver un territoire où on prend cet engagement d'une durabilité du tourisme et tous les leviers pour y arriver. Et moi, si vous voulez, qui ai la chance d'être avec vous depuis 2 ans, quel plaisir de voir que des clients qui arrivent ont le choix entre plein de mobilités urbaines pour venir après sur Nice, soit par le tramway, soit par le vélo, soit par d'autres moyens qui sont décarbonés, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de villes et beaucoup d'aéroports dans ce monde. You've mentioned green aviation. Billy, I'm turning to Vous you avez right parlé now. de l'innovation verte. Billy, je me retourne vers vous. En France, il y a eu pas mal de polémiques sur les jets privés cet été. Oui. Je sais que c'est la traduction qui je crois que c'est simultané. I'm addressing to you right now. So you've been innovating in the field of green Vous avez innové dans le domaine de l'aviation verte et vous avez créé un nouveau moyen de transportation, le Sea Glider. Comment est-ce que cela fonctionne et comment répondez-vous à ces problématiques dont on vient de parler? Merci beaucoup. En effet, on construit des Sea Gliders et d'ailleurs, je suis ravi de vous entendre puisque vous parlez d'accélérer, d'aller plus loin. Et donc, lorsqu'on pense à la manière dont on se déplace dans la région, on peut prendre un avion, mais si c'est par exemple pour traverser la Méditerranée entre 2 pays, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour savoir que si on monte et on redescend d'un coup, c'est du gâchis de carburant. On utilise beaucoup de carburant pour monter et redescendre directement. On paye plus cher, on a plus d'émissions. Et d'ailleurs, on attend à l'aéroport, mais parfois, il faut faire la queue pendant longtemps. De l'autre côté, on peut prendre un train, une voiture, mais ce sont des
voyages longs. Et les voitures émettent beaucoup de CO2. Et donc, avec ce Sea Glider, ce glisseur, c'est un nouveau moyen de mobilité régionale tout à fait durable et maritime. Alors, qu'est-ce qu'un Sea Glider, un glisseur? C'est un bateau volant 100% électrique qui a 3 modes. On monte dedans, comme un ferry, sur un port. Ensuite, on décolle. Si vous connaissez par exemple l'American Cup, on sort de l'eau, ce qui nous donne une bonne tolérance aux vagues, beaucoup de mobilité au port. Ensuite, on lance les ailes, on vole au-dessus de la mer comme un pélican, un oiseau, à 300 km/h. Ensuite, on atterrit et on revient au port. Et donc, on peut faire ces 3 modes avec un système 100% électrique qui est tout à fait durable, zéro émission. On combine la rapidité d'un avion avec la praticité d'un bateau à un coût abordable. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir sur le site internet de Regent parce qu'il y a une démonstration et qu'on se rend quand même beaucoup mieux compte de ce que c'est que ce nouveau moyen de transport. Franck Goldnadel, on pourrait voir des Sea Gliders relier l'aéroport de Nice à une autre destination. Et plus largement, ça ouvre évidemment le sujet de ce que vous avez commencé à aborder tout à l'heure, celui de la chaîne de valeur, celui de la décarbonation sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur. Quel regard vous portez sur cette question ? Alors effectivement, on a déjà discuté de ce nouvel équipement. On est un aéroport côtier, comme tout le monde le sait. Et donc effectivement, ce type de nouvel équipement est intéressant. Après, il faut voir comment on l'intègre dans un fonctionnement opérationnel d'un aéroport. Mais au-delà du produit qui est très intéressant, c'est toutes ces mobilités du dernier kilomètre qu'il faut voir évoluer avec une grande vitesse. Il y a tout ce qui tourne autour du bateau volant au-dessus de la mer, mais il y a aussi demain les futurs drones de transport de passagers électriques qui sont aussi une vraie solution. Je pense qu'il n'y a pas une solution unique. Il va y avoir une combinaison de solutions qui vont permettre de décarboner les transports, et en particulier les transports de dernier kilomètre. Un aéroport, c'est une porte d'entrée et une sortie du territoire, pas simplement de la ville. Et on a sur Nice quand même quelques spécificités. On a la première ligne hélicoptère de transport commercial au monde entre Monaco et Nice. Et on imagine bien demain qu'une partie de cette clientèle peut très bien demain utiliser un bateau volant ou un drone électrique qui n'émettra pas, qui ne fera pratiquement pas de bruit et qui pourra relier des points de décollage et d'atterrissage distants de quelques kilomètres. Mais à la dernière table ronde, on parlait aussi et c'est aussi une façon de penser tourisme durable demain, on a une partie de notre territoire qui est à quelques kilomètres dans les reliefs, qui aujourd'hui n'a pas beaucoup de mobilité facile pour rejoindre l'arrière-pays niçois. On peut imaginer demain que ces transports de drones électriques pourront être aussi un moyen de relier l'aéroport, le centre-ville, à ces territoires beaucoup plus facilement que par la route, comme c'est le cas aujourd'hui, quasiment le seul moyen possible. Donc on croit vraiment beaucoup à cette mobilité interurbaine qui va être une nouveauté, une facilité pour le passager, pour le client, qu'il soit touriste ou qu'il soit simplement citoyen de la ville ou du territoire. Ouvrir de nouveaux territoires, ça c'est un point intéressant. Pensez-vous que le Sea Glider peut ouvrir également de nouvelles destinations? Et avant cela même, comment et quand pourrons-nous monter dedans? Oui, commençons par là. On teste des prototypes déjà en ce moment qui montrent que cette technologie est possible. Notre premier Sea Glider sera sur le marché d'ici à 2025 et on a des clients qui attendent partout dans le monde. On travaille avec la ville de Nice également pour voir comment le Sea Glider pourrait fonctionner ici. Mais ça arrive très bientôt. Lorsqu'on parle de nouveaux marchés, eh bien, on travaille déjà sur des marchés existants. Lorsqu'on regarde les 2 millions de passagers aériens qui quittent l'aéroport de Nice, en hélicoptère pour aller à Monaco, en avion pour aller à Barcelone, ces 2 millions de passagers pourraient tous utiliser un Sea Glider à l'avenir. Si on parle de 40 millions de passagers qui prennent des trains, des bus pour Marseille tous les ans, on pourrait également
gérer ces personnes, et plutôt qu'avoir un transport de 4 heures en train, ça pourrait être 1 heure en Sea Glider sans émission. Et on se dit maintenant, OK, on a ce nouveau mode de transport, 0 émission, qui coûte 2 fois moins qu'un avion, qui va 10 fois plus vite qu'un bateau. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Bien sûr, on peut s'attendre à plus de mobilité, plus d'options de transport, et cela ne s'arrête pas simplement au tourisme ou au transport commercial. On regarde au-delà. Par exemple, on travaille avec Total sur la technique de logistique entre des plateformes offshore. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Il y a des hélicoptères, des navettes qui font des émissions de CO2, et donc on pourrait voir comment cela pourrait se faire avec un Sea Glider. Et donc on s'attend à une prolifération de mobilité maritime durable dès que le Sea Glider sera disponible. Thank you very much, Billy. I know that you have to leave right now, so thank you very much. Merci beaucoup, It was a pleasure to have Billy. you. Vous devez nous quitter, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on revienne sur ces questions vraiment de durabilité. Vous avez parlé de neutralité carbone sans compensation. Il y a beaucoup de moyens de parvenir à cette durabilité. Vous travaillez aussi sur beaucoup de pistes, beaucoup de mises en place actuellement avec le groupe Pierre et Vacances et Center Parcs. Une des notions dont on parle beaucoup quand on parle durabilité, c'est impact. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour le secteur touristique d'avoir un impact positif ? J'ai envie de dire, c'est surtout ce qu'on doit chercher à faire. Il faut que ce soit l'avenir. Quand on parlait en début de cet entretien, c'est la démarche de l'ensemble du tourisme que de se transformer. Alors la transformation, ce n'est pas une destination en soi. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un impact très positif du tourisme. C'est évidemment en PACA, vous en êtes vraiment l'illustration ici. C'est la création d'emplois, l'activité économique, le fait aussi que la France rayonne grâce à des destinations comme les vôtres que vous faites vivre tous les jours. Pour autant, c'est vrai que nous, dans la dynamique qu'on peut se donner chez Pierre et Vacances Center Parcs, cette espèce de vision de qu'est-ce que ça veut dire. Au début, on parlait de développement durable, où on essayait un petit peu de se dire on fait les choses le mieux possible, mais on continue à faire les choses. Là, il y a vraiment une espèce de transformation qui doit se mettre en place. Et pour embarquer tout le monde, on voit bien que c'est une question de rendre désirable une sobriété qui aujourd'hui n'est plus un mot galvaudé dans nos modes de vie, mais aussi dans nos vacances. Et donc, en formulant, nous, agir pour un tourisme à impact positif, on n'y est pas encore, objectivement, mais ça montre bien que la transition qu'on doit engager, c'est à la fois limiter notre empreinte environnementale, donc évidemment, les déchets qui sont liés à l'exploitation touristique, enfin, de nos hôtels et destinations. C'est les consommations d'énergie, les consommations d'eau, bien sûr, mais il faut, au-delà de ça, demain, pouvoir être un tourisme régénérateur, c'est-à-dire être une solution aux problèmes que des territoires peuvent rencontrer. Nous, on touche à ça sur certains de nos projets, notamment par exemple sur le Center Parcs Lot-et-Garonne. Le fait de demander et de faire un partenariat vraiment localement pour que nos partenaires restauration s'approvisionnent localement, c'est une façon vraiment d'avoir un ancrage local, des objectifs qui sont très clairs. C'est possible dans le Lot-et-Garonne parce qu'il y avait déjà une filière qui était organisée, mais le fait qu'on s'installe sur 2 destinations ou qu'on soit demandeur de cela, ça crée aussi cette dynamique. Sur Village Nature Paris, qui est donc un centre, une destination que nous avions ouvert avec Disney depuis 2015, le fait de faire de la géothermie profonde participe de la transition du territoire. On fournit 30% des besoins de chaleur de Disney. C'est aujourd'hui que des exemples, malheureusement. Ils sont importants, mais l'idée, c'est de pouvoir se dire comment est-ce le tourisme en lui-même, demain, répond à la transformation de la mobilité, à la transformation des modes de vie, et que le déshydrateur que vous installez au Negresco, demain, inspire aussi non seulement d'autres hôteliers, mais aussi les clients. Alors on imagine que tous ces projets, ça a un coût. Est-ce que tous les acteurs touristiques ont les moyens d'opérer cette transformation ? Comment est-ce qu'on réfléchit en tant que groupe à l'intégration de ces coûts, au retour sur investissement aussi ? Et est-ce que toutes ces transformations vont vraiment modifier l'intégralité des business models, peut-être aussi en mettant certains acteurs à risque ? C'est une bonne question. Tout d'abord sur la vision, sur le changement et la nécessité d'investissement.
si je reprends les critères des hôtels 5 étoiles et palaces, aujourd'hui, Atout France impose des critères et un engagement éco-responsable d'une manière très chargée en termes de critères. Comparativement, si on prend, puisque le précédent cahier des charges datait de la mise en place de la distinction Palace, c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 ans. Donc oui, donc nécessité obligatoirement. Ensuite, moi, en tant qu'entrepreneur, je dirais que j'ai une vision très, très pragmatique en la matière, c'est-à-dire que je vais prioriser certains investissements en relation avec l'éco-responsabilité, appréhender le retour sur investissement et à partir de là, prendre des décisions et mettre un agenda en la matière. Si je prends cette année, par exemple, nous avons fait par exemple, un investissement sur la façade et le changement et le passage en LED, c'est un investissement qui représente à peu près 200 000 euros. J'aurai un retour sur investissement dans 13 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en revanche, ça contribue à l'embellissement de notre maison. Donc c'est cette relation intelligente entre l'éco-responsabilité, l'attirance que vous développez sur votre marché qui fait que ça reste pour moi nécessaire et prioritaire. Et enfin, un dernier point, peut-être parce que je pense à ça, c'est-à-dire que moi, quand je suis rentré dans l'hôtellerie, ça fait quelques années malheureusement, on rénovait une chambre et on rentrait 20 ans après dans cette chambre en se disant, bon, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va changer dedans ? Est-ce que la salle de bain, elle n'est pas un peu obsolète ? Aujourd'hui, on est sur des cycles très très courts, 5 ans, 7 ans. Et je pense que ces cycles vont continuer de se raccourcir parce que les attentes des hôtes sont continuellement dans une expectative nouvelle et différente. Donc naturellement, vous allez contribuer au changement et à l'évolution et à l'engagement éco-responsable. Donc, et après, sur tous ces investissements, évidemment que nous mettons un cahier des charges éco-responsable enfin, en ligne avec l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, par exemple, le Negresco, nous travaillons sur la construction d'un spa avec une piscine intérieure. Je peux vous assurer que le cahier des charges, entre autres, est clair et précis, donné au maître d'ouvrage. Il nous reste 1 minute. Franck Goldnadel, je ne résiste pas, je suis curieuse. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut atteindre une neutralité carbone sans compensation quand on a un aéroport. Alors, d'abord, peut-être, je vais répondre à une question que vous n'avez pas posée, mais qui est la même que celle que vous avez posée à mon voisin. Je pense que le monde a changé. Il y a 10 ou 15 ans, un chef d'entreprise, effectivement, pouvait analyser une rentabilité d'un investissement uniquement sur le financier. Ce n'est plus le cas. Et très honnêtement, j'ai 2 exemples. La crise Covid a coupé une grande partie de nos recettes. On a continué d'investir parce qu'on a une responsabilité et on ne juge plus un investissement. Et quand on décide de changer complètement le système de climatisation et de chauffage du terminal 1 de l'aéroport en utilisant l'énergie fatale des eaux usées de la métropole, c'est gagnant-gagnant avec la métropole. Ça s'inscrit dans la politique de la métropole et c'est gagnant-gagnant pour l'aéroport. Voilà, donc ça, c'était un élément important sur la rentabilité. Comment on peut atteindre la neutralité carbone sans compensation sur un aéroport? Encore une fois, sur le scope qui est le nôtre, c'est les actions dont je viens de vous parler. Quand vous imaginez qu'il y a encore 1 an, le terminal 1 était climatisé et chauffé par des turbines à gaz, et que demain, tout ça va être fourni grâce à la géothermie, c'est quelque chose qui permet d'éviter d'émettre du CO2. Quand vous avez 100% de votre électricité achetée à votre fournisseur qui est verte, vous arrivez à réduire. Quand vous changez tous vos véhicules de moteur thermique à moteur soit hybride, parce que vous n'avez pas aujourd'hui de technologie, soit totalement électrique, vous y arrivez. Et puis après, derrière, parce qu'il y a une part de vos émissions que vous n'arriverez pas à réduire à 0, eh bien, vous trouvez des accords avec vos voisins. C'est le cas de la commune de Carros, qui a vécu un incendie dramatique il y a quelques années. Et vous vous engagez sur 30 ans à replanter la forêt qui a brûlé. Et l'aéroport finance
et entretiendra pendant 30 ans cette forêt. Et je pense que là aussi, c'est gagnant avec son territoire. Ça, c'est pour nos propres émissions. Mais et c'est là-dessus on a pris cet engagement. Après, l'aviation au sens large a pris un engagement à horizon 2050. Et là-dessus, on a notre part en tant qu'aéroport. Infrastructure, c'est les alimentations électriques des avions, c'est le changement complet des matériels qui sont autour des avions, et puis c'est toute l'innovation dont on a parlé ce matin qui arrivera, qui fera qu'une partie de l'aviation va avoir une nouvelle énergie, assurément, dans les prochaines années. On accueille des avions électriques qui commencent à arriver. L'hydrogène sera aussi une solution. Et quand vous imaginez que des avions de type de ceux qu'on a sur l'aéroport, qui transportent des passagers entre Nice et la Corse, des moteurs d'avions sont en train d'être testés dans les prochaines semaines, à origine hydrogène, vous dites que l'innovation humaine est au service aussi des engagements qui sont les nôtres pour demain réduire autant que possible nos émissions. Merci à tous, merci beaucoup. Et les débats reprendront à 14h15 après une pause dédiée au déjeuner. Merci.